Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. La qualité de l'air est de plus en plus un sujet de santé publique. Nous avons eu la chance d'en parler ici même avec Pierre Kunz au sujet des oxydes d'azote, des particules ou de l'ozone, ou du dioxyde de carbone avec Martine Rebetté. Nous allons parler aujourd'hui d'un tout autre polluant de l'air, le radon. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir Joëlle Goyette-Pernaut. Bonjour Joëlle Goyette-Pernaut. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Vous êtes depuis 2009 délégué radon de l'Office fédéral de la santé publique et à ce titre responsable du Centre roman de la qualité de l'air intérieur et du radon, CROC-Air, au sein de l'Institut Transform de la HEIA Fribourg. Pouvez-vous nous réexpliquer en quoi le radon est un problème de santé publique ? Alors le radon, c'est un gaz naturel, radioactif. Ce gaz, on le trouve, il est omniprésent à la surface du globe, on le trouve pratiquement partout dans la croûte terrestre. Certaines roches en contiennent plus que d'autres, certains sols en contiennent plus que d'autres. En fait, ce radon, il provient de la chaîne de désintégration de l'uranium-238. Et dans cette chaîne de désintégration, le radon est le seul gaz. Tous les autres éléments sont des éléments solides. Son prédécesseur est le radium-226, le radium que l'on a beaucoup utilisé dans l'horlogerie. Et le radium se désintègre en donnant du radon. Et le radon va lui-même se désintégrer en d'autres éléments solides que l'on va retrouver dans les aérosols. Ce seront des aérosols en suspension dans l'air. Et donc ce gaz est radioactif, donc il émet un rayonnement ionisant. Ce rayonnement, c'est un rayonnement de type alpha. Ça veut dire que c'est un noyau d'hélium. Donc c'est un rayonnement relativement lourd. En fait, quelques centimètres d'air vont absorber ce rayonnement. Il va se désintégrer, donc il libère une quantité d'énergie avec ce rayonnement, évidemment. Il se transforme ensuite en polonium, bismuth, plomb, etc., qui eux-mêmes sont des émetteurs alpha. Et la problématique de santé publique en lien avec le radon, c'est que lorsque l'on inhale ce gaz, on va l'exhaler, mais si on se trouve dans un environnement qui est chargé en radon, on va y trouver aussi des filles du radon, des éléments solides. Et en inhalant le gaz, on va aussi inhaler les particules solides. Ces particules solides, elles, vont rentrer dans notre système respiratoire et vont poursuivre leur désintégration dans ce système respiratoire parce qu'elles vont se fixer sur les parois du système respiratoire. Et ce rayonnement alpha, c'est un rayonnement extrêmement intense. Et dans nos poumons, nous n'avons pas 5 cm d'air pour absorber ce rayonnement. Donc, les cellules vont être irradiées par les filles du radon, plus que par le radon lui-même. Et ces filles, en plus de ça, les 4 premières ont des demi-vies très courtes. Ça veut dire qu'elles ont une très intense activité radioactive. Elles se transforment très fréquemment à une échelle de quelques minutes à quelques microsecondes. Donc, ça veut dire que c'est quand on est exposé à des concentrations importantes en radon, donc aussi aux filles du radon, on va être soumis à cette radioactivité naturelle, mais de manière exacerbée, en fait, exagérée. Et la conséquence principale de cette exposition au radon, c'est le cancer du poumon. Le Centre international de recherche sur le cancer a déclaré que le radon était cancérogène en 1987. En Suisse, c'est environ 300 décès par année en lien avec 300 décès du cancer du poumon en lien avec l'exposition au radon. Quelles sont les principales sources d'exposition au radon ? Alors, les principales sources aujourd'hui en Suisse sont les bâtiments. En fait, le radon est un gaz qu'on le retrouve dans le terrain. Il va remonter vers la surface du fait de sa propriété de gaz et on va le retrouver dans l'air libre, mais là, il va se diluer dans le volume atmosphérique. En revanche, il va aussi pouvoir, dans certaines circonstances, s'infiltrer dans les bâtiments. Il faut que certaines conditions soient réunies pour cela. Entre autres, que ce bâtiment présente des défauts d'étanchéité au niveau des surfaces bâties contre le terrain. Et s'il arrive à s'infiltrer dans le bâtiment, il va potentiellement s'y accumuler
Et à ce titre-là, il nous expose à sa présence. On peut aussi imaginer que certains matériaux de construction soient émetteurs de radon. Si par exemple dans un béton, on utilise des inertes radioactifs. Si on prend du gravier d'origine granitique, ça serait bien de le tester avant de l'utiliser parce qu'il peut contribuer à cette charge radioactive. Certaines habitations dans certaines régions impactées par des roches qui contiennent des roches uranifères qui vont donc contenir du radon, c'est le cas par exemple au Tessin. Certaines maisons en granit peuvent, du fait de leur composition, irradier en fait le bâtiment, enfin émettre du radon dans le bâtiment et irradier la population qui séjourne là. Donc c'est principalement la source d'exposition au radon, c'est principalement une source qui est liée au bâtiment. Vous enseignez à des étudiantes en architecture. Du point de vue de la santé, est-ce que c'est une question qui se pose uniquement au niveau des domiciles ou également, on peut imaginer un hôpital, un établissement de santé, une clinique? Quelle est la typologie de bâtiment? Est-ce que c'est tous les bâtiments, une problématique pour tous les bâtiments? En fait, c'est une problématique pour tous les bâtiments. Effectivement, il n'y a pas de raison que le radon s'invite plus à la maison que sur un lieu de travail. Donc on en a aux hôpitaux. Il pourrait y en avoir aux hôpitaux, c'est pas exclu. Alors ensuite, donc le radon, une chose qu'il faut dire, c'est que le radon, c'est le seul gaz de l'air intérieur, le seul polluant de l'air intérieur qui soit réglementé en Suisse. Et donc cette réglementation qui est sous la gouverne de l'ordonnance sur la radioprotection, cette réglementation évoque différents types de bâtiments, effectivement, mais typiquement la valeur réglementaire à respecter est la même que ce soit dans les écoles, dans les lieux de travail, donc les hôpitaux, mais aussi les prisons, tous ces lieux publics, les administrations et le logement. Donc, de même que tous les bureaux, toutes les places de travail normales sont considérées, doivent respecter la valeur de 300 becquerels par mètre cube d'air. Une autre réglementation s'applique, enfin une variante de cette réglementation s'applique pour les places de travail exposées au radon. On sait que, par exemple, les grottes, les tunnels, certaines stations d'approvisionnement en eau, de sources, etc. Ces stations-là peuvent, dans certains cas, contenir du radon, être enrichi. Enfin, le personnel qui travaille là peut être exposé à des valeurs élevées, et donc là, on a une réglementation encore différente. On va suivre l'exposition avec des dosimètres personnels, etc., et faire des adaptations potentiellement du temps de travail de ces personnes pour ne pas dépasser un certain niveau d'exposition qui est 10 millisieverts. Donc ça, on surveille à ce niveau-là. Et ce sont d'autres autorités qui vont surveiller cela, tandis que dans les autres bâtiments, c'est les cantons qui sont responsables du suivi de la réglementation. Et donc, tous les bâtiments sont concernés. Et une chose que je dois rajouter, c'est que le seul moyen de savoir si on a du radon, c'est de le mesurer. On ne peut pas le détecter par nos sens. Donc, si on n'a pas fait de mesure, on ne peut pas savoir si on est exposé au radon. Une autre chose par rapport à cette exposition dans tous les bâtiments, c'est que, et au niveau de la réglementation, ce qui nous importe, ce sont les espaces dans lesquels on séjourne. Donc on peut considérer, par exemple, faire des mesures dans un sous-sol, dans une cave, dans des espaces qui pourraient potentiellement être plus en contact avec le terrain et plus susceptibles de contenir du radon. Ça nous donne une indication de la présence du gaz, mais la valeur réglementaire, elle va s'appliquer sur un espace dans lequel on passe un certain nombre d'heures par semaine. Alors, que peut-on faire pour limiter l'exposition au radon? Alors, il y a plusieurs choses, je pense. La première chose, c'est de communiquer sur le sujet et de sensibiliser le plus grand nombre au fait que sans mesure, on ne peut pas savoir si on en a. Et cette mesure que l'on recommande de faire, c'est une mesure qui est relativement peu coûteuse. Elle se fait à l'aide de dosimètres passifs que l'on expose pendant l'hiver, qui est la période pendant laquelle les risques sont les plus importants, du fait, d'une part, que dans le bâtiment chauffé va générer une dépression à la base du bâtiment qui va pomper le radon, c'est ce qu'on appelle l'effet de cheminée ou le tirage thermique, et que par ailleurs, c'est la saison pendant laquelle on vit plus confiné à l'intérieur. Donc s'il entre, il a plus de risques de s'accumuler.
Donc cette mesure, on peut la faire entre octobre et mars pendant 3 mois, ou on peut la faire sur une année complète. Et c'est une mesure qui est très facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première chose, c'est communiquer le plus possible sur ce risque pour informer. Et puis ensuite, c'est tout le volet de sensibilisation et de formation des professionnels de la construction à ce sujet. Aujourd'hui, la nouvelle ordonnance préconise en fait que les nouveaux bâtiments soient construits sans radon. Parce qu'on sait comment faire pour se protéger du radon. Pour se protéger du radon, c'est assurer une étanchéité parfaite des surfaces bâties contre le terrain. Donc là, il y a des choses à mettre en place pour cela. Et dans certains cas, éventuellement, on peut mettre quelques mesures constructives préventives supplémentaires si on veut protéger le bâtiment à long terme et avoir en place une solution d'assainissement au cas où, avec le temps, le radon finirait quand même par s'infiltrer, ou bien on peut renforcer cette étanchéité avec différents moyens pour vraiment tâcher de la garantir le mieux possible. Donc il y a matière à faire quelque chose, sauf que il faut prendre ce sujet bien en amont du projet, parce que on va traiter la problématique en lien avec le radon et la construction à partir du moment où on est en fond de fouille et avant de construire en fait. Donc il faut, si le sujet arrive trop tard dans la discussion, la seule chose qu'on pourra éventuellement faire, c'est s'assurer qu'on a un bon système de ventilation qui va évacuer ce qui pourrait potentiellement s'accumuler. Mais pour ma part, raisonner comme cela n'est pas suffisant. On devrait, dans un premier temps, vraiment faire en sorte que le radon n'entre pas. Donc les professionnels de la construction doivent être sensibilisés, ça c'est très important. Il existe des professionnels du radon qui sont formés et reconnus pour cela et qui peuvent accompagner ces professionnels sur ces mesures de prévention. Les autorités cantonales sont informées. Il y a un responsable cantonal du radon dans chaque canton. Donc ils suivent. Ils n'ont pas toujours beaucoup de temps à disposition pour faire ce travail-là, mais c'est un travail qui se fait normalement. Voilà, on doit communiquer, sensibiliser, informer et former. À mon avis, c'est les points les plus importants pour faire avancer cette thématique. Et est-ce que c'est aussi informer la population? Parce que dans le cadre de nos cours, on parle également des perturbateurs endocriniens, on parle de tout un tas de polluants intérieurs. Hein, puisque vous rappeliez en préambule de ce podcast que finalement la qualité de l'air intérieur est quand même bien moins réglementée que la qualité de l'air extérieur. Donc nous, on a par exemple pour les perturbateurs endocriniens, on dit régulièrement ouvrir à minima 2 fois 10 minutes par jour pour s'en débarrasser, de limiter. Est-ce que ça aussi, ça peut être vous parlez de renouvellement de l'air, est-ce que la population générale fait aussi partie des populations à sensibiliser? Bien sûr, oui, quand je parlais de communication, je parlais aussi de population en général. C'est vraiment, je suis convaincue que plus on sera nombreux à être sensibilisés à ça, plus les bons gestes se poseront, plus les questions se développeront et on arrivera à typiquement, un futur propriétaire qui voudrait construire sa maison dira à l'architecte moi, je veux pas de radon dans ma maison. Donc, il faudra mettre les choses en place en conséquence. Donc, pour le radon, effectivement, la qualité de l'air intérieur n'est pas un domaine qui soit réglementé au niveau de l'habitat en Suisse. Le seul gaz qui soit réglementé, c'est le radon. Et c'est un des gaz dont on parle très peu en réalité, alors que depuis les années 90, en Suisse, il y a déjà eu une première ordonnance en 94, elle a été révisée en 2017. Donc il y a quand même tout un travail de fond qui se fait, mais c'est vrai que ce sujet a du mal à passer. Donc c'est une bonne occasion aujourd'hui d'en parler. Vous parlez d'ordonnance, quelle est la place justement, vous parlez de réglementation, quelle est la place du politique? Vous êtes délégué radon. Qu'est-ce que cela signifie et quelles en sont les missions principales? Alors en fait, nous sommes 3 délégués radon en Suisse. Je m'occupe de la Suisse romande, j'ai un collègue au Tessin et un collègue en Suisse allemande. C'est l'Office fédéral de la santé publique qui a remis ces 3 mandats à 3 HES dans le but principal de former des professionnels à cette thématique du radon. Donc on a cette obligation de formation au niveau de la formation de base, bachelor et puis master. On intervient beaucoup dans les formations continues en lien avec le bâtiment, l'expertise immobilière, etc.
Et puis, on développe des formations spécifiques pour former des professionnels du radon qu'on appelle les consultants radon reconnus par l'Office fédéral de la santé publique. C'est une formation ça varie un peu en fonction de ce qu'on met dedans, mais entre 7 et 10 jours, grosso modo. Et ces personnes-là, ensuite, sont reconnues comme telles pour justement accompagner le particulier, les entreprises de construction, éventuellement les autorités aussi, sur la prise en charge du risque dans le bâtiment existant ou dans le bâtiment neuf. Donc ce mandat de délégué radon, c'est vraiment un mandat en lien avec la formation, mais évidemment que c'est aussi un mandat qui nous met en lien avec, d'une part, on est en lien direct avec l'Office fédéral de la santé publique, donc le secteur de la radioprotection, on développe des formations ensemble, des concepts de formation ensemble, on parle stratégie, qu'est-ce qui serait à développer pour les années à venir, etc. On est en lien chacun avec les responsables cantonaux de nos régions. On peut être amené à être consulté sur certains points par eux. On est là, effectivement, c'est un service aussi à la population. On peut répondre aux questions. Ça m'arrive de recevoir des mails ou des téléphones et d'expliquer ce qu'il en est, ce qu'il faudrait faire, comment faire ces mesures, vers qui aller pour faire ces mesures, etc. Donc on est un petit peu des pivots de communication et de transmission de l'Office fédéral vers nos régions respectives. Alors, je vous ai demandé d'apporter un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire et nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Donc, je vous le posais en face de moi, je le regarde. Alors, c'est un morceau de quartz. En fait, ça représente... Alors, c'est pas en lien direct avec la question du radon. C'est en lien avec le fait que j'ai un penchant très orienté vers la nature et que peut-être mes origines de géographe font que je suis toujours très sensible à où je mets les pieds quand je marche, etc. Et je reviens régulièrement les poches pleines de cailloux. Je fais des photos de cailloux, je fais des choses comme ça. Et c'est assez curieux, effectivement, que maintenant je travaille sur ce thème du radon en lien aussi avec les roches, le sol, etc. Bien que je sois aussi et tout en traitant d'un sujet en lien avec l'air, donc voilà, c'est mon ancrage au sol que je représente avec ce morceau de quartz que j'ai ramassé, je crois, en faisant le tour du Mont Blanc à pied. Donc voilà, c'est mon ancrage dans la nature et c'est aussi l'intérêt que j'ai pour cette nature, cet environnement, l'impact que nous avons sur elle, mais aussi l'impact qu'elle a sur nous. Et en l'occurrence, en parlant du radon, on est vraiment sur ce sujet-là aussi. J'avais peur que vous nous rapportiez du radon, justement. Merci beaucoup, Joëlle Goët-Pernot. C'était Santé Environnement, le podcast qui lit pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.